Salut à tous. Alors, j'avais envie de tester un nouveau format aujourd'hui. C'est je vous raconte dans les grandes lignes un livre que j'ai lu. Et puis, ben, si ça vous intéresse, je vous invite à aller plus loin en le lisant. Si ce format vous plaît, je vous laisse me dire en commentaire. Et je pense que on fera une vidéo comme ça à peu près une fois par mois. Donc derrière ce titre, eh bien, en fait, c'est le nom d'un livre. Un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas de Luc Julia, donc bon, le cofondateur de Siri comme il est décrit, le co-créateur de Siri déconstruit et le mythe de l'IA. Bon, en vrai, je trouve qu'il a fait d'autres trucs plus pertinents que Siri. Bon, c'est vrai que Siri, tout le monde connaît, mais si vous lisez le livre, vous allez voir, il a fait d'autres choses plus intéressantes. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir faire cette vidéo, c'est que j'ai pris quelques notes où j'essaie de vous raconter un peu ce qui se passe dans le livre, mais sans tout vous révéler non plus, pour que ce soit intéressant pour vous et que la vidéo ne dure pas la durée du livre. Donc le premier chapitre, Luc Julien, en fait, c'est un peu sa biographie, on va dire. Déjà, quand il est tout petit, il nous raconte la part des maths dans sa vie. Et cette part des maths dans sa vie est prépondérante. Dans la mienne aussi, je vous raconterai peut-être ça dans une vidéo un jour. Et c'est quelqu'un de plutôt bricoleur, mais bricoleur autour de l'électronique. Enfin, typiquement, c'est un truc de matheux, hein. Il avait la flemme de refaire son lit chaque matin, et du coup, pour arrêter de faire ça, il s'est fait un robot qui faisait automatiquement son lit. Bon, le truc marchait pas très très bien, mais voilà, et ça lui a pris 100 fois plus de temps que de refaire son lit pendant toute une année, le truc. Mais pour le challenge, et comme il avait la flemme de refaire ce truc particulier qui est refaire son lit, eh bien, il a créé ce robot. Je pense que cette biographie, elle est intéressante aussi parce que ça retrace un petit peu l'histoire de l'informatique et d'Internet. Je pense qu'il y a des choses que vous pourriez apprendre là-dedans si vous n'êtes pas familier à 100% avec ça. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il raconte, il raconte un peu l'histoire de la Silicon Valley et de comment la France essaie de reproduire la Silicon Valley à travers d'abord Sophia Antipolis à Nice ou encore à travers Saclay. Et il explique pourquoi ça marche pas. Et par contre, il explique un autre truc qui a émergé qui s'appelle, et je pense que je l'avais déjà vu quelque part, mais c'est comme si je l'avais réappris, on va dire, en le lisant. C'est ce qu'on appelle le Silicon Sentier, c'est-à-dire entre Opéra et République. Il y a tout un écosystème de startups. La plupart des startups qui sont considérées comme licornes, bon, qui ont une valorisation de plus d'1 milliard, mais ou, en tout cas qui sont en vogue, ou pas mal d'autres boîtes de la tech un peu importantes, même le siège de Google France est dans ce territoire-là. Donc c'est à Paris, entre les arrêts de métro Opéra et République. C'est là qu'est cette petite Silicon Valley française qui s'est faite naturellement et pas par les pouvoirs publics. Et effectivement, pour avoir le siège de l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, qui est à cet endroit-là, c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de boîtes qui est vraiment partout autour et qui s'est fait naturellement. Ensuite, bon, il nous parle de ses études, hein, puisqu'on est dans une première partie biographie, et aussi les diverses entreprises qu'il a pu faire. Et comme il le dit, il a fait d'abord 10 ans dans le monde de la recherche, puis 10 ans en start-up, où il a lancé 4 entreprises. Et puis après, il est allé dans des grandes entreprises, où il a notamment travaillé chez HP, chez Apple et chez Samsung. Un autre point que j'ai relevé intéressant dans cette partie 1, qui rappelle que je savais déjà pour le coup, c'est que une grosse partie des grosses boîtes US en vogue, les directeurs de département intelligence artificielle sont français. Ils travaillent aux US, ou certains travaillent en France d'ailleurs, mais la plupart travaillent aux US et sont français. Dans la partie 2, parce qu'en fait c'est pas des chapitres, c'est plutôt 5 grosses parties dans lesquelles est découpé ce livre, il va en fait retracer en quelque sorte l'histoire de l'intelligence artificielle, qui démarre du coup dans les années 50, en 1956 avec la conférence de Dartmouth, qui va poser les bases de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et en fait, pendant très longtemps, on va être très loin de ce truc-là. Et c'est aussi un peu pour ça qu'il dit que l'intelligence artificielle n'existe pas. Et il y a tout un ensemble de trucs dans le bouquin qui fait dire que cette intelligence artificielle n'existe pas. Mais en fait, c'est même pas le cœur du truc, ça retrace un peu l'histoire, ça explique sa biographie, ça permet de comprendre des choses autour du monde de la tech, autour de la tech en France, et même autour de la tech aux États-Unis. Donc l'invention du réseau de neurones sur lesquels est basé tout ce qui est fait en intelligence artificielle aujourd'hui, et en deep learning, etc., c'est 1957 avec l'invention de la notion de perceptron. Ça crée un peu une hype autour de l'IA, ces deux événements-là. Ensuite, il y a deux hivers de l'IA.
que ce soit en 1970, enfin toutes les années 70 et à la fin des années 80, juste au début des années 90. Ce qui veut dire qu'au début des années 80, il s'est passé quelques trucs en intelligence artificielle. C'est notamment ce qui arrivait avec typiquement la reconnaissance automatique d'échecs avec des réseaux de neurones. En fait, c'est quelque chose qu'on a su faire dès les années 80. Ça, c'est pas écrit dans le livre, c'est le petit truc que je vous donne en plus. Et en fait, il y a une hype qui est revenue à ce moment-là parce que c'est un peu le début de l'ordinateur personnel. Et on s'est dit, ouais, du coup, il va y avoir plein de nouvelles puissances de calcul, on va pouvoir faire plein de trucs et tout. C'était pas vrai. Et par contre, ça revient à la fin des années 90 avec le début du big data, le début du cloud, qui font qu'on augmente les puissances de calcul. Et donc là, on est capable de faire de plus en plus de cas d'usage jusqu'à un chat GPT en décembre 2022 ou en novembre 2022, en tout cas fin 2022. Et donc non, les algos d'IA, en tout cas, n'ont pas 10 mois comme le prétendent certains experts sur certains sites internet. Et donc cette partie 2, elle retrace certains éléments, certains mythes autour de l'IA avec, euh, en fait, par rapport à la définition de l'IA, le golem de l'Antiquité, finalement, c'est une intelligence artificielle parce que c'est un morceau de pierre qui prend vie. La Pascaline, c'est un exemple un peu d'automate et une sorte de vraie application de l'intelligence artificielle par rapport à ses débuts, c'est dans les années 60, c'est l'automatisation des usines, le début de l'automatisation. Et donc en fait, Luc Julia, il préfère parler d'intelligence augmentée plutôt que d'intelligence artificielle. C'est ces deux parties-là qui m'ont le plus marqué. On va ensuite parler plus rapidement des trois parties suivantes. Euh, la partie 3, c'est finalement définir ce qu'est l'intelligence, parce que euh, finalement, quand on va avec l'intelligence artificielle, ce qu'on se dit, c'est bah, on va essayer de mettre de l'intelligence dans des choses synthétiques, dans des robots, dans des softwares, dans des ordinateurs. Et donc pour ça, il faut bien définir ce qu'est l'intelligence. Donc on passe un petit peu de temps sur la notion de ce que fait le cerveau humain, etc. Et expliquer en quoi la machine, sa manière de réfléchir est différente de l'intelligence humaine. La partie 4, j'ai trouvé hyper intéressante. En fait, elle s'est intéressée à comment l'auteur voit le monde en 2040. Et comment il voit le monde en 2040, c'est un truc hyper connecté avec euh, un truc dont on entend plus trop parler, mais où ça remonte de temps en temps, ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets. Et donc il parle de sa maison connectée, et en fait il est carrément dans le futur lui. Il a 209 objets connectés dans sa maison au moment de l'écriture du livre, et il a des choses comme il a son ampoule qui est connectée à sa boîte mail, ce qui fait que quand il reçoit un mail de sa femme, elle se met à clignoter. Comme ça, il sait qu'il doit prioriser sa réponse. Il dit que c'est mieux pour ça. Ou autre exemple, en fait, il peut dire s'il a oublié ses clés ou. En fait, la porte de sa maison est censée s'ouvrir quand elle détecte que son téléphone est à proximité. Sauf qu'une fois, il a oublié son téléphone à l'intérieur. Mais vu qu'il y a la reconnaissance vocale sur son téléphone, il a demandé au téléphone d'ouvrir. Puis après, il s'est dit, ah ouais, mais en fait, tout le monde peut faire ça. Et donc, il s'est mis une sécurité en disant, bah, en fait, il faut que ce soit ma propre voix, etc., etc. Il a tout un ensemble de trucs, il a l'air de vivre quand même assez dans le futur. Mais du coup, il s'amusait à imaginer en 2040 comment serait le futur avec la ville connectée, euh, comment ta montre a regardé comment tu dormais et du coup va doser ton café en fonction de ça. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, il y a énormément de détails, donc je vous conseille la lecture. Rien que pour ce chapitre-là, c'est super intéressant. Et même si ça sort un peu du cadre purement intelligence artificielle, la cinquième partie s'intéresse à l'avenir de l'intelligence artificielle, et avec un peu ses limites aussi, avec notamment autour de la vie privée, des dérives qu'il peut y avoir, du fait que forcément on va faire des erreurs. Oui, il y aura d'autres Tesla qui écraseront des piétons. Après, il faut regarder des indicateurs en disant bah, elle écrase un piéton tous les combien de kilomètres. Les humains, quand ils conduisent eux-mêmes, ils écrasent un piéton tous les combien de kilomètres. Ah, ok, la Tesla fait mieux. Ouais, mais on le médiatise à mort. Ok, comment on fait contre ça? Et pour conclure, je noterai quand même, il y a une assez forte incohérence à la fin d'un point de vue unité physique. Notre cher auteur parle de watts par heure. Donc des watts par heure, ça n'existe pas. J'imagine qu'il parlait de wattheure ou de watts. Les watts, c'est de l'instantané. Les watteurs, c'est une donnée d'énergie qui est sur une durée définie. En tout cas, dans le quotidien, on n'a pas besoin de la notion de watts par heure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.
J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Je vous mets un petit lien si ça vous intéresse de l'acheter. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Je vous laisse me le dire. Et n'hésitez pas à m'envoyer des idées de livres que vous aimeriez que je lise et sur lesquels vous aimeriez que je donne mon avis. Donc ça doit rester dans la thématique mathématiques, data, IA. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et surtout, profitez de la vie.